Désolé tout d'abord pour ce retard. Les problèmes techniques sont assez compliqués. Et en tout cas, merci à l'IFP de nous avoir convoqués ce soir pour cette conférence sur le djihadisme et l'islamiquement correct, du djihadisme à l'islamiquement correct. Je vais vous parler pendant 45 minutes et ensuite il y aura 15 minutes de questions-réponses par message. Alors voilà, pourquoi ce titre, du djihadisme à l'islamiquement correct? Ça paraît un peu bizarre comme titre, ou en tout cas surprenant, parce que tout simplement, le djihadisme, qui est un synonyme de terrorisme islamiste, le djihadisme, en tant que phénomène terroriste, n'est qu'une arme, n'est qu'un outil, un moyen d'action, un mode d'action de type terroriste, mais il faut comparer un homme terroriste, quand il est en action, il faut le comparer à une Kalachnikov, à un tank ou un missile, c'est une arme. Il faut presque oublier qu'il est humain. Non pas pour le déshumaniser, mais parce que c'est un mode d'action. Le terrorisme et le djihadisme, en lui-même, n'est pas la menace, n'est pas l'idéologie menaçante, ce n'est pas l'entité menaçante. L'entité, elle est incarnée par des hommes, mais elle a une idéologie avec des objectifs stratégiques. Et l'entité qui est derrière l'outil terroriste, djihadiste, qui n'est qu'un outil, il y a des penseurs, des stratèges. Et donc c'est pour ça qu'on va articuler cette conférence sur, d'un côté, le djihadisme en tant que terrorisme islamiste, quel est son objectif? De l'autre côté, l'islamiquement correct, ce que j'ai appelé en 1997 dans un article, je me rappelle, du Figaro Magazine, l'islamiquement correct, c'est ce que j'ai aussi nommé les coupeurs de langue. Les coupeurs de langue, c'est ceux qui veulent islamiser, ou c'est ceux qui facilitent le travail des islamistes qui ont pour but de dominer l'humanité et d'imposer leur vue suprémaciste, car l'islamisme est un suprémacisme religieux, un suprémacisme conquérant, qui a des vues mondiales, et les coupeurs de langue sont ceux qui veulent faire ce travail en vous faisant taire, en vous culpabilisant, en vous diabolisant, en utilisant la réduction ad Hitlerum, ce que font très bien des islamistes, je dirais, non terroristes, comme le frère musulman qui a lancé la vidéo contre le professeur qui a été décapité. Sifrioui, lui, il comparait les musulmans en France à des gens qui étaient déportés ou au massacre, au génocide en Bosnie. Monsieur Erdogan a très souvent parlé de l'Europe qui avait des relents nazis, puisqu'on traitait les musulmans comme les juifs pendant les années 30 en Europe. Voilà, donc les coupeurs de langue ou ceux qui pratiquent, ceux qui favorisent l'islamiquement correct, version islamiste du politiquement correct. Le politiquement correct, c'est une façon de faire taire, d'empêcher de penser ce qu'on a envie de penser, de rectifier la pensée par l'utilisation de mots coupés de leur véritable sens et même renversés. L'islamiquement correct, c'est une façon d'islamiser de manière douce, de manière non violente, et le djihadisme, c'est les coupeurs de tête, c'est une façon d'islamiser de manière violente. Et les deux, en fait, sont complémentaires. C'est pour ça que j'ai parlé du djihadisme à l'islamiquement correct. Et en gros, la stratégie peut paraître différente, mais les coupeurs de tête, donc les djihadistes, les terroristes islamistes et les coupeurs de langue, ceux qui, comme les Frères musulmans et d'autres organisations comme le CCIF, comme ceux qui font des vidéos pour diaboliser des professeurs, comme on l'a vu avant l'assassinat de M. Samuel Paty, qui a été assassiné parce qu'il y a eu des fanatiseurs professionnels qui ont préparé le terrain, ces fameux coupeurs de langue qui veulent faire taire tous ceux qui se moquent, mais pas uniquement, ceux qui critiquent l'islamisme. Et bien donc ces coupeurs de langue agissent en fait de concert avec les coupeurs de tête. C'est un peu ma théorie exprimée dans le livre La stratégie de l'intimidation, parce que les deux pratiquent l'intimidation. On peut intimider en, en accusant
quelqu'un d'être raciste, d'être islamophobe, en le culpabilisant, en le diabolisant, avec toutes ces comparaisons de déportation. C'est ce qui se passe aussi dans les milieux pro-palestiniens qui comparent systématiquement Israël à un pays qui se comporterait comme les nazis, la nazification d'Israël. Jadis aussi, pareil pour ceux qui soutenaient les Serbes, avec toute une rhétorique de nazification, c'est quelque chose de très connu, et même contre l'homme blanc en général, la réduction ad Hitlerum est quelque chose de tout à fait malheureusement banal aujourd'hui, et c'est une façon de discréditer l'adversaire. Donc les coupeurs de langue ont pour but de promouvoir le suprémacisme islamiste en se faisant passer pour des victimes, en instrumentalisant l'antiracisme, d'où la volonté aux Nations Unies, au sein de la Ligue islamique mondiale, au sein de l'Organisation de la coopération islamique, au sein du CCIF et de toutes les structures islamistes, fréro-salafistes officielles et surtout frères musulmans. Donc c'est quelque chose au niveau mondial. C'est à la fois mondial et français, c'est pas que français. Il y a toute une entreprise des coupeurs de langue qui veulent créer un islamiquement correct, c'est-à-dire l'équivalent islamiste du politiquement correct, c'est-à-dire en fait imposer une vision qui est la leur par le terrorisme psychologique et linguistique. On retrouve aussi les techniques de Orwell. Donc les coupeurs de langue, ceux qui pratiquent, ceux qui favorisent l'islamiquement correct, aimeraient cacher leur doléance, leur requête obscurantiste et néo-totalitaire, puisque leur idéologie est suprémaciste, et là, ce n'est pas une opinion personnelle, l'objectif stratégique, parce qu'une entité a toujours un objectif stratégique, d'un point de vue géopolitique, l'objectif stratégique de ces islamistes frères musulmans est un jour d'édifier un califat. Un califat universel qu'ils appellent le takmin planétaire, c'est l'objectif final, un califat géré par la charia, qui serait un empire géré par la charia, et les frères musulmans précisent d'ailleurs dans leur texte fondateur qui imposerait à l'humanité les règles de Dieu. Donc les règles de Dieu, bien entendu, telles qu'ils le conçoivent, c'est en fait la charia, c'est les sources Coran et Hadith qui composent ce qu'on appelle la loi islamique, la charia, qui doit s'imposer à toute l'humanité. Aux musulmans en appliquant les principes de la charia et les règles, les obligations, et les non-musulmans en se soumettant à ce que la charia prévoit pour le statut des non-musulmans, essentiellement juifs et chrétiens, qui doivent payer un impôt spécial et qui doivent se soumettre, et à condition de se soumettre, ils sont épargnés. D'où la phrase Aslam taslam. Si tu te convertis ou si tu acceptes ou si tu embrasses, eh bien tu auras, si tu embrasses la vraie religion, tu auras la paix, tu seras épargné. Donc voilà, l'idée des suprémacistes islamistes frères musulmans qui sont conscients qu'en Europe, on ne peut pas exiger de la même manière et poursuivre les objectifs de ce califat planétaire de la même manière que dans des pays musulmans. En Europe, la stratégie est d'instrumentaliser l'antiracisme et de faire passer les doléances obscurantistes et néo-conquérantes des frères musulmans pour en fait un droit à la différence, et sous couvert de droit à la différence, eh bien, on avance, on demande des lois spéciales, des requêtes extrêmement toujours plus revendicatrices dans le but d'avancer masqué en se faisant passer pour une victime, alors qu'en fait le programme sous-jacent qui anime ceux qui font toutes ces requêtes, c'est-à-dire des extraterritorialités, des lois spéciales, des règles spéciales, des dérogations, des atténuants, etc., des atténuants culturels, et bien entendu au nom du multiculturalisme et de la société diversitaire, au nom de la diversité, en fait, faire avancer un programme suprémaciste, islamiste, qui en fait est fondé sur une idée typique qui est tout à fait commune à tous les mouvements islamistes, djihadistes ou non djihadistes, selon laquelle, cette idée, selon laquelle un musulman ne peut pas obéir à une loi de non-musulmans. L'idée, c'est que selon cette grille de lecture de l'islamisme tel que le conçoivent les frères musulmans notamment, mais l'islamisme sunnite en général, un musulman est dans une situation d'humiliation et d'oppression à partir du simple moment où il doit obéir à des lois non musulmanes,
même s'il a le droit d'aller à la mosquée, de prier, d'avoir des enterrements rituels, et même s'il n'est absolument pas victime de racisme ou de persécution par rapport à sa foi, le simple fait de pouvoir pratiquer sa foi d'un point de vue privé ne suffit pas. Ça suffit pour un musulman qui a une vision spirituelle modérée, privatisée de la religion, mais pour un islamiste, ça ne suffit pas de pouvoir pratiquer librement sa foi en privé ou dans la mosquée ou à la maison. Il faut que les lois de la société soient islamiques ou qu'elles tendent à l'être. C'est-à-dire que le musulman, dans la conception des frères musulmans et des islamistes en général, ne peut vivre dans une société de mécréants que si il œuvre à ce que cette société devienne majoritairement musulmane. Et dans toute la littérature islamique classique, sunnite, il est très clair que le monde non musulman, c'est le Dar el-Harb, c'est le territoire de la guerre, et le monde musulman, territoire de l'islam ou de la paix, Dar el-Salam ou Dar el-Islam. Et donc, normalement, un musulman qui vit dans un pays non musulman, et donc qui doit obéir à des lois non musulmanes, s'il n'y a pas d'aménagement, il est dans une situation d'anomalie. Et la seule justification que les frères musulmans ont trouvée à sa présence, eh bien, c'est qu'il y ait des lois spéciales pour lui, qui lui permettent, bien qu'étant en minorité dans un pays non musulman, de vivre selon la charia. Ce que les musulmans des organismes liés aux frères musulmans ont appelé la charia de minorité. Et pour œuvrer petit à petit à l'islamisation de la société, on commence déjà par le plus important, et ensuite on va toujours augmenter les requêtes. C'est pour ça que dès qu'on cède sur un terrain islamiquement correct, eh bien, il y aura un terrain plus exigeant la prochaine fois. Donc la stratégie des frères musulmans, ça a été de dire, la loi islamique prévoit normalement qu'un musulman en territoire de la guerre, donc chez les mécréants, normalement ne peut être là que dans un cas précis, il doit faire la guerre à ce territoire, d'où le nom territoire de la guerre. La présence d'un musulman en territoire non musulman est une anomalie, sauf exception, nécessité absolue, problème économique, difficulté de voyager, de se payer la hijra, la fameuse émigration que demandent beaucoup les djihadistes. Faites votre immigration dans un pays géré par la charia, notamment l'État islamique. C'était tout le sens d'ailleurs de la revue Dar el-Islam, la revue de l'État islamique qui disait de faire son immigration. Donc les djihadistes propose à ces musulmans de régler cette anomalie qu'est la présence en pays non musulmans. Les djihadistes disent, c'est très simple, puisque tu es dans le territoire de la guerre et qu'un musulman n'a pas le droit d'obéir à des lois non musulmanes et qu'il ne peut être dans le territoire de la guerre que pour y faire la guerre, c'est-à-dire le djihad, soit tu restes dans ce territoire mais tu commets du djihad, et donc tu décapites, tu fais des attentats, tu essaies d'agresser, de faire la guerre aux mécréants. Soit, si tu n'as pas le courage, la possibilité de le faire, eh bien il faut faire son émigration dans l'État islamique géré par la charia. Ça, c'est la solution que donnent les djihadistes. Soit tu restes pour y faire la guerre, donc c'est l'attentat, c'est l'option djihadiste, soit tu quittes ce territoire puisque c'est une anomalie et normalement c'est interdit d'y vivre. Les frères musulmans ont appliqué la charia à une situation spéciale et eux ont répondu d'une autre manière au même impératif d'islamiser la planète. Les deux ont la même idéologie. Les djihadistes et les islamiquement corrects, coupeurs de langue ou les islamistes institutionnels, donc frères musulmans et djihadistes, ont le même objectif final, le califat. Dans les textes sacrés des frères musulmans, enfin originels des frères musulmans, comme dans les revues de Daesh ou d'Al-Qaïda, le califat est l'obsession absolue, c'est l'objectif final, islamiser la planète, soumettre toute la planète à la charia. Mais les frères musulmans se disent il faut y aller par étapes. Puisque les rapports de force ne sont pas en notre faveur, le Dar el-Harb, territoire de la guerre, peut connaître certaines exceptions, des aménagements pas de véritable paix pleine, mais de trêve. Et c'est là que les frères musulmans ont été très malins. Ils ont dit, en attendant d'avoir la possibilité d'imposer la charia aux non-musulmans, en attendant, eh bien, on va œuvrer à ce que cette minorité
deviennent de plus en plus grandes. C'est un peu ce que dit Erdogan quand il dit faites trois, mais ne faites pas trois, mais cinq enfants pour qu'un jour les Européens aient peur de sortir de leur rue. Et oui, il l'a dit dans un colloque, dans un meeting il y a quelques années. C'est assez impressionnant qu'un chef d'État puisse aller aussi loin dans des propos presque djihadistes. Et donc les frères musulmans disent nous allons jouer au plus fin, nous allons faire patte blanche, montrer patte blanche, et nous allons proposer donc une charia de minorité, progresser par étapes, et une fois qu'on aura les rapports de force en notre faveur, eh bien, on dira clairement quel est l'objectif. Pour l'instant, on va en quelque sorte réduire l'objectif final et demander à sauver les meubles pour déjà que le musulman en territoire infidèle, c'est le plus important, puisqu'ils n'ont pas envie, ces millions de musulmans qui sont en Europe, de nous écouter. Déjà, on va essayer de les manipuler, de les encadrer, de les prendre en main pour distiller chez eux une vision de persécution, une vision paranoïaque, ce que j'appelle la paranoïsation, pour les pousser à se replier dans une communauté séparée qui sera le futur tremplin pour l'islamisation de l'Europe. Il faut déjà qu'ils soient conscients qu'ils doivent se replier. S'ils pensent que c'est bien de s'intégrer, eh bien, ils vont devenir des Européens comme les autres, vaguement d'origine étrangère, au bout de quelques générations. Ils vont se désislamiser. C'est le plus grand danger pour tant un djihadiste qu'un islamiste islamiquement correct, coupeur de langue ou coupeur de tête. Il faut absolument que le musulman en territoire non musulman se désassimile. Il faut pas, non seulement il ne faut pas qu'il s'intègre ou qu'il s'assimile, mais il faut même le désassimiler s'il a été un peu assimilé. Il faut faire en sorte qu'il renonce à adhérer au pays dans lequel il est né et avec lequel il est familier. Et donc, comment le séparer d'une communauté parmi laquelle il vit peut-être depuis 2, 3, 4 générations, en le rendant paranoïaque, avec le sentiment de persécution, donc faire croire que le mécréant, le non-musulman, complote en permanence contre lui, l'humilie, que tout ce que fait l'Occident est toujours contre le musulman, et pousser ce musulman à être tellement paranoïaque, à tellement détester son environnement qui serait forcément hostile. Eh bien, si vous inculquez ce genre d'idées à des jeunes depuis les mosquées, les écoles islamiques, les formations, les manuels, etc., et même Internet, eh bien, à un moment, il y a un phénomène de repli volontaire que j'ai appelé le ghetto volontaire. Et ça, c'est le but de l'islamiquement correct. Faire croire, comme le politiquement correct, que l'homme occidental est méchant, raciste et a le monopole du mal. Version islamiste, ça donne l'islamiquement correct. L'occidental est mauvais par essence, hein, mais les gauchistes le disent aussi, mais les islamistes disent il est avant tout anti-musulman. L'occidental est foncièrement anti-musulman. Ils nous persécutent, ils nous humilient, ils veulent souiller nos femmes, etc., etc. Donc voilà ce qu'il se passe en ce moment, l'islamiquement correct, des coupeurs de langue, donc surtout les frères musulmans qui sont les meilleurs, avec leur allié le Qatar, la Turquie, et on pourrait élargir les fréro-salafistes, les nouveaux mouvements islamistes de troisième génération, hein, c'est souvent des fréristes ou des salafistes, et avec comme protecteur le Qatar et surtout la Turquie d'Erdogan qui joue à fond cette stratégie de la désassimilation. Mais si vous regardez du côté des djihadistes, bien finalement, la méthode est très différente, puisque chez les uns, on montre patte blanche, on infiltre l'Occident, on utilise les valeurs de tolérance, d'antiracisme pour avancer un peu masqué, et on s'allie avec la gauche et les progressistes, et on se dit même victime et pas du tout méchant et pas du tout violent. D'ailleurs, on dit que les attentats, c'est tellement horrible que ça n'a rien à voir avec l'islam, bien entendu, tandis que du côté des djihadistes, on demande de tuer les mécréants de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment, avec n'importe quelle arme. Et pas que les blasphémateurs, puisqu'on tue tantôt un blasphémateur, tantôt un catholique pratiquant qui est contre le blasphème, dont le pape est très islamophile, tantôt un professeur laïque, tantôt un prêtre dans une église, ou des gens à Nice, dans leur basilique, tantôt un policier, tantôt un civil, tantôt un mécréant, tantôt même une femme voilée. À Nice, l'attentat du 14 juillet, il y a plusieurs années, il y avait même des musulmanes voilées parmi les victimes. Donc l'idée des terroristes, c'est que tout le monde ait peur, y compris les musulmans qui vivent en milieu infidèle, pour leur faire comprendre que personne ne sera épargné et que tout le monde doit vivre dans l'effroi. Donc la stratégie des djihadistes, c'est l'intimidation psychologique et physique par la peur de la mort, qui, grâce à la médiatisation, est ultra
est exponentiellement augmentée, avec un effet, une impression d'immensité, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout pour minimiser, mais 300 morts sur quelques années, c'est beaucoup moins que plein d'accidents de la route, plein de crimes crapuleux, et même les femmes tuées chaque année, c'est pratiquement, peut-être pas le même chiffre, mais on n'est pas très loin de 300, etc. Mais l'idée, c'est que la médiatisation qui accompagne chaque attentat multiplie l'effet de sensibilisation. C'est pour ça que le djihadisme est un phénomène publicitaire qui donne une impression d'immensité, de généralité, d'horreur multipliée à des phénomènes horribles, certes, mais qui, en fait, si on ne les médiatisait pas, auraient beaucoup moins d'impact et provoqueraient beaucoup moins de peur, puisque les djihadistes le savent, il faut faire un attentat spectaculaire avec à la fin quelqu'un qui meurt, de sorte qu'on médiatise cet effet, de sorte que l'attentat horrible soit médiatisé, et ça l'est, puisque dans une société occidentale, on aime le live, et ce qui est sensationnel et sanguinaire fait forcément la une des journaux. Et l'idée, ce n'est pas que cela, ce n'est pas que de la publicité pour qu'on parle de l'islam et de l'islamisme et des revendications des djihadistes, mais l'idée, c'est aussi à chaque fois que soit mis en scène le martyr de ce fameux djihadiste, pour que l'occidental mécréant, considéré comme lâche par les djihadistes, voient que, effectivement, ce n'est pas qu'un slogan. Nous aimons plus la mort que vous la vie. La preuve, après avoir décapité quelqu'un ou fait un attentat à la basilique de Nice ou ailleurs, eh bien, le djihadiste en général finit attrapé, abattu, tué ou blessé, en tout cas seul avec son couteau, le torse nu, vaillant. Il va vers les policiers et il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas pris une balle ou plusieurs dans le corps. L'idée, donc, c'est médiatiser la violence islamiste pour créer l'effroi, mais aussi faire rentrer dans le cerveau du mécréant l'idée selon laquelle, à armes égales, le djihadiste sera le vainqueur. Et l'idée, c'est de dire, si un jour, en France, il y a une majorité de personnes qui sont des musulmans, et si un jour les musulmans sont de plus en plus endoctrinés, fanatisés par les islamistes, que ce soit les islamistes institutionnels, frères musulmans, ou djihadistes, eh bien, à armes égales, ceux qui n'ont pas peur de la mort, eh bien, écraseront ceux qui sont esclaves de la vie, c'est-à-dire les occidentaux, consuméristes, hédonistes, qui aiment le plaisir et qui prennent des cachets à l'idée de mourir. Donc les uns intimident par la violence physique et psychologique, et les autres par l'idéologie, par l'infiltration, et aussi une violence psychologique, non physique, mais via la diabolisation, l'antiracisme et la culpabilisation. Donc voilà, le djihadisme et l'islamiquement correct, en fait, ont un lien, même si l'islamiquement correct, version islamiste du politiquement correct, est porté par des islamistes bontins qui prétendent être respectueux, être contre l'islamisme et respectueux de nos valeurs. En fait, dans les deux cas, il y a une stratégie d'intimidation et une volonté de faire en sorte que l'autre plie. Qu'il plie parce qu'il sera traité de raciste et des lois existent pour le condamner, d'où le combat de l'islamiquement correct à l'ONU depuis des années, notamment au sein de l'Organisation de la coopération islamique, qui rassemble 57 pays musulmans. Depuis des années, cette organisation demande à faire en sorte que la critique des religions, et pas uniquement la moquerie ou le blasphème, mais la critique de l'islam, soit considérée comme une forme de racisme biologique, comme le racisme biologisant. Ce que les progressistes, même les plus favorables aux musulmans, n'ont jamais accepté. Heureusement, à l'ONU, ça a été plusieurs fois refusé, ce fameux concept de racisme anti-musulman, qu'à un moment, l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, a traduit en defamation des religions, defamation of religions. Ça a été retoqué aussi grâce d'ailleurs aux États-Unis et à Israël qui parfois bloquaient à l'ONU des résolutions dans ce sens, mais il y a véritablement un mouvement de 57 pays musulmans membres de l'OCI et de toutes les organisations ISESCO, des universités islamiques, y compris El Azhar, qui relaient cette idée. El Azhar, d'ailleurs la grande université islamique sunnite du Caire, a dit récemment que le meilleur moyen d'éviter les attentats comme la décapitation de ce fameux professeur, eh bien, ce serait d'interdire
le blasphème et ceux qui parlent mal ou qui se moquent de la religion. Donc en fait, il y a un mouvement véritablement mondial, et ce n'est pas que le CCIF ou des islamistes radicaux, il y a un mouvement mondial porté pas uniquement par les frères musulmans, mais aussi par des États islamiques réunis, rassemblés dans des groupes à l'intérieur et qui agissent à l'intérieur des Nations Unies, auprès de l'Union européenne, auprès du Conseil de l'Europe. Donc c'est quelque chose de très puissant, avec l'imprimature des diplomaties de chaque pays qui est derrière, qui appuie. Le Pakistan, qui persécute ses chrétiens, est toujours en première ligne pour accuser l'islamophobie occidentale. L'islamophobie occidentale, la Turquie, le Qatar. Le Qatar était en tête de file l'autre jour, il y a quelques semaines, avec la Turquie. Pakistan, Turquie, Qatar étaient en tête de file pour diaboliser l'Occident et demander à ce que Macron s'excuse pour avoir souillé l'islam, etc., etc. Donc c'est islamiquement correct, même s'il n'est pas violent d'un point de vue terroriste, est violent psychologiquement, puisque l'idée c'est quand même d'intimider, de faire taire l'autre. C'est une façon de le faire plier. Et c'est pour ça que presque ma conclusion, mais on est presque à la conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que en fait, il y a une véritable convergence et même une forme de complicité, même si certains islamistes frères musulmans sont sincèrement contre la violence, ça existe aussi, hein, mais il y a quand même une complicité intellectuelle qui consiste à faire taire l'occidental, le mécréant, dans son propre territoire. Alors ça peut paraître fou, mais c'est logique. Si on est éduqué dans une pensée islamiste, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas accepter qu'un musulman soit dirigé par des lois d'infidèles. Donc c'est une situation d'humiliation. Le musulman, attention, pas le musulman modéré ou qui a une foi paisible, je parle du musulman qui est encarté par les mouvements islamistes, que ce soit des coupeurs de langue ou des coupeurs de tête, la chose la plus horrible pour lui, s'il a été formé par cette vision islamiste politique, c'est qu'un musulman obéisse à des lois non musulmanes. Donc, il faut absolument tout faire pour qu'on échappe à ces lois. Les uns le proposent par une solution radicale d'immigration dans un État islamique ou une zone terroriste dirigée par ceux qui ont une vision salafiste djihadiste, et les autres le proposent par une sorte d'exil volontaire. Il y a soit d'exil, par exemple, pardon, symbolique. Soit l'exil vers un État islamique, c'est la hijra de Daesh qui appelle tous les musulmans à quitter le territoire infidèle, sauf à y rester pour y commettre des attentats. Et les autres disent, si vous ne pouvez pas partir en masse dans un endroit géré par la charia, au moins reconstituer cette charia dans une communauté séparée qui, au nom de l'antiracisme, finira par obtenir une extraterritorialité, des lois, voire des États séparés. Un jour, une grande organisation indo-pakistanaise de Grande-Bretagne, reconnue, qui a pignon sur rue, a demandé à la reine d'Angleterre pourquoi ne pas nous donner un jour une région ou un État à l'intérieur de l'Angleterre où les musulmans pourraient vivre selon la charia. Donc c'est pas quelque chose de fou, hein, c'est un véritable projet, c'est le projet final à la fin du communautarisme, ce sera ça ce qui sera demandé, des zones comme dans certains quartiers de Londres, Sharia Controlled Zone, des zones contrôlées par la charia, où on appliquera la charia pour ceux qui sont là. Et donc pourquoi tout cela? Parce que il est impossible pour un islamiste de penser autrement. Et donc le combat contre le djihadisme ne peut pas s'arrêter à un combat purement répressif qui vise à arrêter un djihadiste une fois qu'il a déjà tué des gens, ou à essayer de trouver les rares lois qui le permettent de mettre fin à des actions ou à des tentatives d'action djihadiste. L'action doit être idéologique, puisque la paranoïa diffusée par les uns ne peut que conduire à l'acte violent perpétrés par les autres. Si je laisse les coupeurs de langue, l'islamiquement correct, distiller cette idée qu'un musulman est humilié s'il n'y a pas des lois spéciales pour lui, s'il n'y a pas un État pour lui ou une région spéciale pour lui, ou des villes où on applique des lois différentes pour lui, parce qu'il ne supporte pas les lois des mécréants. Rien que cette possibilité de pouvoir diffuser cette idée, et c'est l'idée qu'on diffuse dans de nombreuses mosquées en Europe, et c'est l'idée centrale des frères musulmans, et de leur soutien, qui pourtant ont pignon sur rue avec des États derrière eux, des diplomaties, des organisations. C'est aussi l'idée de la Ligue islamique mondiale qui a pignon sur rue dans toutes les capitales des pays européens. Donc voilà, on ne peut pas lutter contre le djihadisme si on ne lutte pas contre le politiquement
correct. Et il est certain que à chaque fois que les djihadistes, et là ce sera ma conclusion, à chaque fois que les djihadistes tuent quelqu'un parce qu'il a blasphémé ou pour une autre raison, eh bien ça permet paradoxalement, ça ne va pas supprimer le travail des islamistes non terroristes. On pourrait se dire, mais ça va gêner leur travail. Quand on tue de manière barbare, peut-être que les frères musulmans et les islamistes bon teint vont être un peu gênés et vont avoir peur que ça provoque des réactions du mécréant qui va commencer à se réveiller. Mais en fait, non. Le génie de l'islamisme, permettez-moi de reprendre cette expression qui avait été utilisée bien sûr par un auteur célèbre par rapport au christianisme, mais le génie de l'islamisme, c'est de transformer une occasion d'interpeller les textes islamistes fondés sur d'ailleurs des textes officiels de l'islam sunnite qui permettent la violence. À chaque attentat, logiquement, on devrait interpeller tous les textes qui permettent de décapiter, de crucifier, de faire le djihad contre les mécréants, et des textes officiels utilisés par les islamistes, bien sûr de manière littérale, mais qui existent dans l'islam officiel. Eh bien, plutôt que de faire cela, le génie des islamistes coupeurs de langue, c'est à chaque attentat non seulement dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, mais que le fait même de parler du terrorisme islamiste, c'est ce qui a été dit tout de même par l'organisation de la conférence islamique au sein des Nations Unies, eh bien, le simple fait de parler de terrorisme islamiste et de dire que ces terroristes s'appuient sur la religion musulmane, ce serait en soi un racisme anti-musulman. Et donc il transforme une occasion d'interpeller les textes violents de l'islam en une occasion de faire une publicité pour l'islam, puisque ça n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, l'islam c'est la paix, salam, et l'islam c'est la même racine. Et c'est ceux qui parlent du terrorisme islamiste qui humilient les musulmans et qui en fait les poussent à devenir à se replier sur eux-mêmes, à se sentir persécutés. Et comme a dit l'université Al-Azhar, finalement, le fait de laisser libre les mécréants parler de l'islam ou de l'islamisme, eh bien en fait c'est la vraie cause du terrorisme islamiste qui, bien entendu, n'a rien à voir avec l'islam ou avec l'islamisme. Bien sûr, c'est un renversement total de responsabilité, mais c'est là le génie de l'islamisme que de profiter d'actes terroristes islamistes pour en fait faire une publicité envers l'islam tout court, qui serait forcément, qui n'a rien à voir avec le terrorisme, donc qui serait une religion foncièrement pacifique, et en plus, d'une pierre deux coups, faire taire le mécréant, ce qui est très important dans la pensée de la charia, puisque dans la charia, normalement, le musulman doit être toujours plus haut, doit être suprémaciste, doit être au-dessus, et il est normal que le non-musulman, s'il est toléré, ait toujours un profil bas et ne puisse jamais se permettre de critiquer l'islam qui, lui, peut se permettre de critiquer les autres religions. Donc en fait, les frères musulmans et les djihadistes œuvrent exactement dans la même direction, celle de faire taire les mécréants en vue du califat final, qui est l'objectif stratégique de ces deux mamelles de l'islamisme sunnite général. Merci. Alors, je vois quelques questions ou quelques remarques. Irène Gray, mais nous sommes lâches, tout le monde marche par la peur. Pas tout le monde, mais on l'a vu pendant la période de la résistance et dans d'autres occasions. Il y a une majorité de gens qui fonctionnent à la peur, il ne faut pas se leurrer. Regardez, je vois chez mes ancêtres en Sicile, une étude avait été faite un jour, c'était à peu près même pas 1% de la population sur 6 millions d'habitants ou 5,5 millions qui étaient membres de la nébuleuse mafia, garde du corps, homme de main, boss, et ceux qui travaillent avec, et ils terrifiaient 99% de la population. Un prédateur tout seul peut terrifier tout un troupeau. Ben, regardez ce qui se passe dans le règne de la nature. Donc, ce n'est pas du tout un paradoxe que de penser qu'une extrême minorité peut soumettre une majorité. C'est une loi de la nature et c'est une loi de l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de mettre hors d'état de nuire la petite minorité de prédateurs djihadistes ou de prédateurs idéologiques, ceux qui sont pour l'islamisme à la frère musulman, c'est-à-dire soi-disant non terroristes. Les deux sont des prédateurs, mais nous, on n'attaque que les djihadistes. Et on oublie souvent
les prédateurs psychologiques, ceux qui introduisent la culpabilisation et qui font taire le mécréant en retournant contre lui ses propres valeurs. C'est une forme de prédation, c'est une agression, c'est une offensive, sauf que c'est une violence psychologique, mais qui est aussi efficace, voire plus que la violence terroriste. Mais l'un complète l'autre, puisque à chaque fois que l'on coupe une tête, eh bien, il est certain que les doléances des coupeurs de langue sont plus fortes. Quand le coupeur de langue lui dit attention, si vous souillez l'islam, eh bien ça va peut-être, on ne pourra pas les contrôler, ça va faire que des gens incontrôlables couperont des têtes. Nous le regrettons, mais n'empêche que le fait que des têtes soient coupées régulièrement permet à ceux qui avertissent qu'il ne faut pas se moquer de l'islam, ça permet à leurs propos d'être beaucoup plus impressionnants. Donc effectivement, la peur fonctionne. Oui, malheureusement, vous avez raison. Alors, bonjour, les rayons communautaires comme le halal participent-ils à l'islamisation de la France? Alors là, je ne suis pas totalement sûr. Le gouvernement en a parlé récemment. Pour moi, ce n'est pas le plus important et ce n'est pas le plus dangereux. Il y a des rayons grecs, des rayons cachers dans certains. Je ne sais pas si c'est le plus important. Pour moi, le plus important, c'est cette stratégie de paranoïa des islamistes qui distillent le venin du repli. Mais là où vous avez raison, c'est que effectivement, on a observé depuis les années 90 que jadis la gestion du halal, qui est légitime dans cette religion, comme le kasher pour les juifs, il était au départ neutre, géré par des gens autour de la mosquée de Paris. Et dans les années 90-2000, les frères musulmans se sont rendus compte qu'en prenant le contrôle de la nourriture rituelle, eh bien, ça permet c'est aussi un vecteur de repli. Alors avant, le halal existait de manière assez résiduelle, et aujourd'hui, il y a des magasins halal partout, et des produits halal partout, parce que les islamistes se sont emparés de ce marché qui leur donne un financement en même temps que d'être aussi un moyen de repli. C'est sûr que si on vous dit que vous ne pouvez que fréquenter des lieux halal, à un moment, ça va faire un repli naturel. Ou puisque vous ne pourrez même plus serrer la main du mécréant puisqu'il aura touché du porc. Un jour, j'ai assisté à une scène, quelqu'un qui ne serrait pas la main à quelqu'un d'autre en disant oui, mais tu viens de sortir de cette boucherie, ta main a été contaminée par le porc. C'est vrai que, donc vous avez raison, mais ce n'est pas la nourriture rituelle en elle-même qui est forcément mauvaise ou ou des nourritures communautaires, c'est le fait que ce marché du halal a été récupéré par les islamistes. Alors quels sont les phénomènes Philibert Marquis qui conduisent à l'islamisme à être particulièrement percutants contre l'Occident à notre époque, contrairement au XIXe siècle? Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en Occident, les islamistes coupeurs de langue avancent avec leur stratégie de culpabilisation, mais l'islamisme en général ne concerne pas que l'Occident. C'est une grande erreur d'analyse de beaucoup. Moi, j'ai vu après les attentats ces jours-ci, j'ai participé à quelques débats, on a des gens qui disaient mais pourquoi ils nous détestent tant? Pourquoi ils détestent l'Occident? Mais c'est une erreur totale d'analyse. Il faut savoir que il y a eu beaucoup plus de morts en Thaïlande ces 40 dernières années ou dans les Philippines du fait d'islamistes qui ne supportent pas de vivre sous les lois des bouddhistes ou sous les lois en Inde, sous les lois des hindouistes, en Chine, sous les lois des communistes, bouddhistes, confucéens à la fois. Et donc ce n'est pas que l'Occident. Toute terre, il faut bien se rappeler de ce que j'ai dit tout à l'heure, toute terre qui est Dar el-Harb, territoire de la guerre, où les lois islamiques ne s'appliquent pas, et où des lois non musulmanes, donc bouddhistes, chrétiennes, juives, hindouistes, communistes, où des lois non musulmanes s'imposent à des musulmans, c'est un casus belli pour tous les islamistes. Sauf que les djihadistes y répondent directement par le djihad, tandis que les coupeurs de langue y répondent par un repli symbolique, communautaire, et par une sorte de ghetto volontaire, un apartheid volontaire. Mais dans les deux cas, c'est ça le véritable casus belli. La raison de l'affrontement, ce n'est pas que l'Occident, parce que l'Occident serait détesté à cause des croisades. Dans la littérature arabe, les croisades sont beaucoup moins diabolisées que dans ce que nous croyons être réel. Ça, c'est très occidentalo-centré, cette fixation sur les croisades, c'est cette culpabilité. Les djihadistes utilisent certes des leviers, des prétextes, mais ils frappent autant, voire plus, des mécréants ou des mauvais musulmans intégrés en Inde, en Chine, en Birmanie, aux Philippines, en Thaïlande. Ne parlons pas de l'Afrique noire. Au moment où je parle, il y a eu 50 décapitations près du Mozambique. Il y a eu 15 000 personnes tuées au Nigeria
du fait des islamistes contre les chrétiens notamment, mais aussi contre des musulmans modérés. Donc ne croyez surtout pas que ce djihadisme et cet islamisme politique qui a pour but d'instaurer le califat ne vise que l'Occident. Mais l'Occident est présenté comme un ventre mou. Oui, c'est sûr qu'il y a moins de répondants en Occident qu'en Thaïlande. En Thaïlande, quand il y a des attentats terroristes ou des revendications contraires à la loi du fait de séparatistes islamistes, la réponse est absolument effroyable. Et pareil aux Philippines. Le président Duterte aux Philippines, dans sa guerre contre Daesh et d'autres mouvements islamistes, c'était 5000 morts. Donc effectivement, l'Europe est un ventre mou par rapport à la Russie qui a rasé Grozny, par rapport à la Thaïlande ou à la Chine, même la Chine ou la Birmanie qui ont traité les islamistes et même malheureusement pour eux, même des musulmans modérés, de manière très très radicale ces dernières années, là, c'est pas un ventre mou. Les islamistes, la seule spécificité qu'ils voient dans l'Occident, c'est que c'est devenu un ventre mou, vieux et culpabilisé. Mais ils détestent autant, sinon plus, d'autres sociétés mécréantes. Donc il ne faut pas fixer sur l'Occident, ce n'est pas un combat islam-Occident. Ensuite, Irène Gay, faut-il changer notre constitution pour voter des lois spéciales pour lutter contre l'islamisme? Non, moi je pense que les lois en place sont suffisantes. Le problème, ce n'est pas les lois insuffisantes, c'est le fait qu'on n'applique plus les lois, comme dit très bien mon ami Zemmour, parce que, en fait, les juges qui se réfèrent à des juridictions de droits de l'homme ou aux droits de l'homme tout court, ou à des cours internationales ou des résolutions soi-disant supranationales ou internationales qui dépénalisent la lutte contre l'immigration, qui empêchent d'avoir des mesures radicales contre des terroristes, qui empêchent d'extrader des gens parce que chez eux c'est moins sûr que chez nous, ils risqueraient d'être maltraités, etc. Toute cette dérive droit de l'hommiste empêche d'appliquer la loi qui est très efficace. La loi, si elle pouvait être appliquée, s'il n'y avait pas toutes ces jurisprudences qui empêchent d'appliquer la loi existante, on pourrait être extrêmement efficace. C'est plutôt ça le problème. Alors, Émilien Noé, que pensez-vous du sondage rapportant que 57% des jeunes musulmans aujourd'hui placent la charia au-dessus des lois de la République? Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, les musulmans de base, au départ, étaient assez neutres. Moi, quand j'étais très très jeune, je me rappelle, ils avaient un côté j'aime l'Algérie, j'aime la Tunisie, mais il n'y avait pas ce côté communautariste islamiste. Ils ne se définissaient pas du tout comme islamistes. Le halal était très minoritaire et le foulard n'existait pas. Il n'y avait pas ce communautarisme islamiste. Pourquoi beaucoup de musulmans se sont réislamisés? Moi, je vois beaucoup de parents qui disent mon fils est beaucoup plus religieux que moi. Parce que, entre-temps, les islamistes, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Dar al-Harb, et il est très sincère, l'islamiste, en faisant ça. L'islamiste voit que des jeunes s'intègrent. C'est l'horreur pour lui. D'un point de vue islamiste, ça veut dire que la sœur de Ahmad, peut-être, va sortir avec un chrétien, ou pire, avec un mécréant athée, païen, tout ce que vous voulez. Donc c'est l'horreur absolue que la femme musulmane passe sous la juridiction d'un homme non musulman, parce que dans la loi islamiste, hein, la femme doit être sous la juridiction de l'homme musulman. L'homme musulman peut épouser une chrétienne, jamais l'inverse. Une femme musulmane ne peut jamais passer sous la direction, entre guillemets, du mécréant. Donc ça les rend littéralement hystériques. L'intégration est une horreur. Pour eux, c'est une désintégration du musulman. Et de leur point de vue, ils ont raison, entre guillemets, c'est logique. Du point de vue de la charia, l'intégration est absolument impossible. Donc, ces 57% de jeunes, si le sondage est vrai, c'est le résultat d'un travail efficace des associations islamistes qui ont pris, selon ce que je pense et selon beaucoup de spécialistes, à part la mosquée de Paris en France, l'essentiel des tissus de représentation de l'islam en France est contrôlé soit par des conservateurs, très conservateurs comme les Marocains, et tout le reste c'est des islamistes, excepté la mosquée de Paris. Donc frères musulmans, indo-pakistanais, miligurush turcs et salafistes. Et donc le fait qu'on ait laissé ces islamistes monopoliser l'essentiel de la représentation des organisations islamistes qui vont ensuite fanatiser, laver le cerveau de nos jeunes musulmans, que j'appelle moi nos compatriotes musulmans, que l'on pourrait intégrer. Il ne faut pas rejeter tous ces gens. Nous leur devons l'intégration. Mais l'intégration, elle ne se fait plus parce que les islamistes ont pris la place des défenseurs de la République, qui n'osent même plus d'ailleurs utiliser le mot France, hein, et qui d'ailleurs parlent tout le temps de République, mais ils ne défendent même pas les idées de la République. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on a donné nos compatriotes musulmans, parce que beaucoup sont français, sur un plateau d'argent, on les a donnés à ceux qu'ils veulent empêcher leur intégration, et lorsqu'ils sont intégrés, ils veulent les désassimiler par une stratégie de paranoïsation.
Alors ensuite, pensez-vous qu'une guerre sainte puisse éclater sur le territoire français? Non, je ne pense pas. Mais la guerre sainte, elle est déjà dans l'esprit des djihadistes. Elle est déjà livrée. Les djihadistes nous livrent une guerre sainte de leur point de vue déjà depuis très longtemps. Je ne pense pas qu'il y ait une guerre généralisée qui va éclater sur le territoire français, parce que beaucoup, la grande partie des musulmans de France, même ceux qui ont un cœur plus charia que constitution française, une très 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 petite partie est capable est déterminé aujourd'hui d'aller au conflit djihadiste. Donc je ne pense pas qu'il y ait une guerre sainte généralisée comme on a connu avec les guerres de religion, mais ça peut venir dans un futur. Si un jour il y a 20 millions de musulmans en France, avec une grande majorité de Français vieux et une grande majorité de ces 20 millions de musulmans très jeunes et qui auraient été fanatisés par les islamistes, là, on pourrait avoir quelque chose de bien plus large d'un point de vue guerrier, quelque chose de bien plus terrifiant. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, je pense que cette guerre sainte, elle existe déjà, puisque c'est ce qui anime les terroristes djihadistes, qui sont heureusement que quelques-uns par semaine ou par mois ou par an. Pensez-vous, avez-vous des livres à nous conseiller à ce sujet, s'il vous plaît? Oui. Alors, je vous invite à voir ma page Facebook ou ma page Twitter ou mon site internet alexandredelval.com. Il y a tous mes livres. Le dernier, Le Projet, que j'ai écrit avec un ami franco-iranien qui s'appelle Emmanuel Razavi, qui est très très grand expert des frères musulmans. Dans Le Projet, j'explique le projet de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et en Europe, c'est le sous-titre d'ailleurs. Et le projet, ça vient d'un opuscule qu'on a trouvé dans la banque des frères musulmans à Lugano en Suisse, qui exprimait en 19 pages comment ils allaient conquérir l'Europe. Donc voilà, le projet, ça vient de là. Il y a un véritable projet, c'est pas une théorie du complot, c'est eux-mêmes ont fait un texte qui s'appelait Le Projet, comment ils allaient islamiser l'Europe. Donc ça, c'est mon dernier livre. Celui d'avant, c'était La stratégie de l'intimidation, qui était exactement sur la conférence d'aujourd'hui. Le sous-titre, c'était justement Du djihadisme à l'islamiquement correct. Ensuite, les rayons communautaires, on l'a vu. Nous sommes lâches, on l'a vu. Euh, pour quelles raisons nos gouvernements semblent complices de cette islamisation galopante? Alors, réponse dans tous mes articles sur Valeurs ou Atlantico et dans mes livres ou dans mes conférences ou mes vidéos que vous pouvez voir sur le site internet. En gros, il y a plusieurs réponses. La lâcheté des uns, l'électoralisme c'est pas les grands d'ailleurs politiques, c'est plutôt les maires et les élus locaux qui vont courtiser les islamistes dans leur quartier pour avoir des voix ou la paix ou faire dire que la violence a baissé. Donc la peur des uns, la compromission des autres, l'électoralisme. Parfois, il y a des gens qui sont carrément payés par le Qatar ou par d'autres. Il y a plusieurs raisons qui expliquent tout ça, mais je pense qu'il y a une raison qui couronne le tout, c'est le je m'en foutisme, ce qu'on appelle en Italie le menefreghisme, c'est-à-dire qu'on a des classes politiques, depuis que le patriotisme est dévalué, depuis les années 70 que la patrie a été dévaluée, puisque CRS égale SS, eh bien, on peut s'en foutre totalement, s'en ficher totalement de l'intérêt national. Moi, je pense que le vrai problème, ce que me disait mon maître, le général Gallois, qui a préfacé mon premier livre, Islamisme, États-Unis, une alliance contre l'Europe, en 1997, il disait le déclin général de la conscience civique et de la conscience patriotique, c'est peut-être la véritable raison, puisque dans une civilisation ou un pays où il est mal vu de trahir la patrie, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour les hommes politiques de trahir la patrie et de laisser le pays être submergé ou infiltré par des ennemis internes, externes qui deviennent internes. Voilà, donc ce je m'en foutisme vis-à-vis du bien commun, de l'intérêt national, est très lié à la dévaluation de la notion de patrie et de civilisation occidentale. Donc, une grande partie de l'explication, c'est pas que les compromissions, c'est aussi le fait que très peu d'hommes politiques vibrent véritablement pour la patrie. C'est pas la chose qui les anime en premier. Alors qu'un De Gaulle, malgré ses défauts, c'était quelqu'un qui vibrait pour sa patrie, comme de nombreux patriotes. Alors, les Arméniens, et bien oui, malheureusement, vous avez raison de parler des Arméniens, disent qu'ils doivent faire 10 enfants pour battre un jour les Turcs. Erdogan n'en demande pas autant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'Arménie, elle a un problème énorme vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, son ennemi, qui est en train qui lui a fait subir des pertes humaines très importantes ces derniers jours, qui s'est soldé par un cessez-le-feu assez misérable. La Russie est intervenue très tardivement.
Et entre-temps, la Turquie d'Erdogan, l'Azerbaïdjan de M. Aliyev, avec des djihadistes venus de Syrie et de Libye, ont agressé comme jamais les Arméniens du Haut-Karabakh. Et malheureusement, le problème des Arméniens, c'est le même que les chrétiens du Liban, c'est le même que les chrétiens d'Orient, c'est le même que les occidentaux chrétiens ou post-chrétiens, le manque d'enfants, la non-procréation. Et ça, on pourrait faire une conférence juste là-dessus. Pourquoi, même dans les pays d'Orient, le chrétien fait toujours moins d'enfants que le musulman? Et pourquoi l'arménien fait moins d'enfants que le turc ou l'azéri? Pourquoi le serbe fait moins d'enfants que l'albanais? Ça, c'est une question très importante. En tout cas, malheureusement ou heureusement pour nos ennemis, il y a une sorte de géographie de la dénatalité qui frappe essentiellement des pays occidentaux, mais aussi la Chine et le Japon. Mais en tout cas, dans notre ère civilisationnelle, c'est le blanc occidental judéo-chrétien qui fait très peu d'enfants. Et bien entendu, les islamistes s'en félicitent, qui eux, au contraire, comme Erdogan, prônent une surnatalité pour pouvoir un jour battre l'occidental, qui en fait est imbattable au départ. L'occidental avait réussi à vaincre tout le monde. Donc aujourd'hui, la grande opportunité pour les islamistes, c'est vaincre l'Occident par sa culpabilisation et son vieillissement. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les peuples non occidentaux ont tous été obligés de reconnaître la suprématie géopolitique, stratégique, militaire, technologique de l'Occident. Donc l'opportunité pour les islamistes, c'est cette dénatalité des Occidentaux couplée à leur surnatalité qu'ils encouragent à juste titre de leur point de vue. Donc voilà, les Arméniens ont été héroïques, vous avez raison, Reka Yusta de le dire. Ils étaient à peu près à 1 contre 5, hein, si on compte les envois turcs, les Turkmènes de Syrie, les djihadistes de Syrie et de Libye, recrutés par l'agence d'Erdogan, une agence de mercenaires qui s'appelle Sadat, qui a recruté plein de djihadistes de Syrie et de Libye. Les Arméniens étaient à 1 contre 5 ou 1 contre 10. Ils se sont battus héroïquement ces derniers mois, c'est-à-dire depuis le 27 septembre. Malheureusement, l'Europe a été extrêmement lâche. On a très peu parlé. D'ailleurs, avez-vous entendu parler ces derniers mois du massacre des Arméniens par des Turcs et des Azéris et des djihadistes dans le Haut-Karabakh? On en parle extrêmement peu. Parce que l'Europe est munichoise, elle est néo-munichoise. Elle n'a rien dit quand il y a eu le génocide arménien de 1915. Elle n'a rien dit quand les chrétiens d'Orient, les chrétiens de Turquie, notamment les Grecs, les Araméens et les Assyro-Chaldéens et les Arméniens ont été, après le génocide, ont continué à être éliminés progressivement. Il y avait 1 million de Grecs en 1950 en Turquie, il en reste à peine 8000. C'est une véritable hécatombe. L'Europe n'a jamais rien dit contre tout ce qui se fait contre des ressortissants grecs ou des chrétiens en Arménie, en Turquie et ailleurs dans le monde musulman qui sont chaque jour persécutés. Et les Arméniens aujourd'hui sont les plus combatifs des chrétiens d'Orient, pris en sandwich entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc vous avez raison de le dire et je vous remercie d'avoir rappelé qu'il fallait saluer le courage des Arméniens qui sont, contrairement aux Européens, beaucoup moins lâches parce qu'ils sont au premier poste, un peu comme les chrétiens du Liban, maronites notamment, ou autres chrétiens du Liban, qui étaient souvent à 1 contre 10. Alors, Bilal ou Chefoun, je suis un musulman et je n'ai jamais placé les lois de la charia au-dessus des lois de la République. Ça ne m'étonne pas, comme je disais tout à l'heure, hein, heureusement, beaucoup de musulmans, à mon époque c'était la quasi-majorité, totalité, beaucoup de musulmans n'ont pas du tout envie d'avoir une vision chariatique de la religion et de mettre la loi de la charia avant la loi de la République. Je dis souvent que la première religion est d'être humain avant autre chose. Bien bravo. Moi, c'est pour ça que je dis souvent, nos compatriotes musulmans, il ne faut pas les voir tous comme des suspects, il faut au contraire les inclure et les voir comme des victimes eux aussi de cette paranoïsation, cette tentative de créer une séparation entre les communautés. Les musulmans en sont victimes puisque au départ il n'y a pas d'ADN islamiste ou d'ADN complotiste. Tout ça c'est le fruit de l'éducation, de la manipulation. Donc il faut aider nos musulmans compatriotes à ne pas être fanatisés par ceux qui ne supportent pas de les voir s'intégrer. Ce que dit Bilal, je suis un musulman et je ne place pas les lois, les lois de la charia au-dessus de la République, et la première religion, c'est d'être un être humain, cette phrase est horrible pour un islamiste. Parce que pour un islamiste, la première religion, c'est l'islam et ses lois qui doivent s'imposer aux autres. Donc voilà, Bilal est le parfait exemple
de ceux qui sont intégrés, enfin à mon sens, au sens où vos valeurs sont compatibles à celles du pays d'accueil, mais ça c'est une souffrance pour les islamistes qui veulent à tout prix, grâce à la paranoïsation, au sentiment de persécution inventé, essayer de pousser de nombreux Bilal à penser l'inverse. Heureusement, ils n'y arrivent pas. Il y a encore plein de gens qui pensent comme vous, mais leur but, c'est qu'il y en ait de moins en moins. Et force est de reconnaître que on est passé de 50 ou 57%, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais à mon époque, c'était presque 0% des musulmans français d'origine algérienne ou autres qui mettaient les lois de la charia. Ils ne savaient même pas ce que c'était que les lois de la charia. Ils n'entendaient même pas parler de la charia. Ils avaient l'islam du bled, comme dit Sonia Mabrouk, l'islam de ma grand-mère paisible. Donc on les a littéralement fanatisés. Le plus paradoxal, c'est qu'ils ont été fanatisés non pas au bled, mais chez nous. Beaucoup de Marocains que j'observe, moi, la communauté marocaine, je l'observe beaucoup en Belgique, beaucoup de Marocains ont été radicalisés en Belgique et pas dans la zone berbérophone du Rif, d'où ils viennent, etc. Donc c'est très important ce que vous disiez, monsieur. Ensuite, que pensez-vous des dernières évolutions du président Macron? Ben, c'est clair que Macron a un peu plus, on a l'impression qu'il a pris conscience du problème du séparatisme islamiste, un grand changement depuis le début de son mandat, où il était très proche de certains intellectuels ou comiques ou acteurs sociaux issus des frères musulmans ou proches de l'idéologie des frères musulmans. Il a beaucoup évolué et je pense que c'est l'affaire turque qui l'a fait en partie changer, les agressions répétées de la Turquie, qui est devenue le protecteur des frères musulmans, qui marchent ensemble dans cette stratégie de désassimilation, donc de séparatisme, et les insultes personnelles d'Erdogan envers Merkel, envers Sarkozy, envers Macron, et répétées, et les agressions d'Erdogan envers les Grecs, envers Chypre, envers les îles grecques, et même envers les intérêts français au sud de Chypre pour le pétrole et le gaz offshore de Méditerranée, tout cela a fait comprendre à Macron que les mêmes qui aident les frères musulmans en Europe et qui prônent le séparatisme islamiste sous couvert de droit à la différence, sont en fait les mêmes qui adorent le nouveau calife, Erdogan, qui a été choisi par le plus grand penseur des frères musulmans actuels, Kardawi, hein, donc plus grand penseur des frères musulmans, il a dit Erdogan, c'est notre futur calife. Et Macron s'est dit, mais c'est pas que des simples communautaristes islamistes, comme il y aurait d'autres communautarismes. Ces gens ont un programme géopolitique avec une vision suprémaciste califale, avec un prédateur derrière eux qui s'appelle Erdogan. Et je pense que Macron a été très impressionné par l'offensive d'Erdogan contre la France depuis quelques années, où il veut radicaliser les communautés musulmanes et pas uniquement turques, et plus récemment, les attaques personnelles contre sa personne. Alors là, vous dites haute trahison, monsieur Emedeniato. Eh bien, je suis d'accord avec vous, bien entendu. La haute trahison, elle n'est plus punie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si la patrie n'est plus quelque chose d'absolu, si la patrie ne fait pas vibrer, s'il est de bon ton même de critiquer la patrie plus que de la défendre, eh bien, effectivement, vous avez raison, la haute trahison, elle est courante, puisque elle ne fait plus peur. On n'a plus peur de trahir la patrie de nos jours. À l'époque de De Gaulle, ou même quand j'étais tout jeune de Pompidou, c'était très mal vu. Mais depuis les années 70-80, et même depuis, alors là, depuis les années 90, c'est même bien vu d'être contre la patrie, de cracher sur le drapeau, de critiquer ses institutions. Il y en a même comme Mélenchon qui parle de racisme d'État de la France républicaine. Enfin, c'est complètement dingue d'entendre ça. Quand on voit toutes les bourses et les 100 milliards de l'aide aux banlieues depuis 50 ans et les bourses dont bénéficient et les allocations familiales dont bénéficient tant de gens, parler de racisme d'État français, c'est complètement ubuesque et obscène. Mais donc vous avez raison, la haute trahison devrait être punie, mais aujourd'hui elle est plutôt récompensée, puisqu'on vit dans l'époque du grand renversement. Notre époque, c'est celle du grand renversement, où ce qui était normal hier est anormal aujourd'hui, et inversement. Donc aujourd'hui, ce qui est normal, c'est cracher et trahir la patrie, cracher dessus, sur la France, son histoire, sur ses représentants, ses institutions, alors que jadis, ça pouvait presque vous faire aller en prison. Donc je suis d'accord avec cette observation. Et ça montre bien que le problème, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas le musulman ou l'immigré ou l'islamiste. Le problème, finalement, le véritable problème premier, c'est notre haine de soi, notre incapacité à transmettre l'amour de nous-mêmes, et finalement ceux que nous accueillons deviennent le résultat de ce que nous leur avons transmis, c'est-à-dire la haine de nous-mêmes. Ça, c'est un vrai problème aussi, presque philosophique, voire même psychanalytique, parce que le suicide européen,
Zemmour a écrit le suicide français, moi je pense que c'est même le suicide européen, il est complètement pathologique. Là, on est dans une maladie collective de haine de soi. Comment voulez-vous qu'on nous aime si nous apprenons, et toute l'Europe est dans ce bain, on apprend à l'autre à nous détester. Donc, encore une fois, voilà, j'ai vu tous les messages, je pense que j'ai répondu à pratiquement tous les messages. Il y a aussi Alexandra Decoq. Pensez-vous que la France soit l'objet d'une application méthodique de la stratégie des 1000 entailles? Bien sûr, depuis 2015, cette fameuse stratégie des 1000 entailles, ça ressemble au jeu de Go asiatique un peu. C'est une stratégie qui n'est pas celle habituelle des Européens. Les Européens sont habitués à une stratégie de l'échec et mat ou clausewitzienne, avec un ennemi identifié, une stratégie, et on va détruire l'ennemi, et l'ennemi est clair et net, il y a eux et nous. Alors que la stratégie des 1000 entailles, c'est plusieurs façons d'attaquer en encerclant l'ennemi, en le prenant de biais, parfois sans même qu'il s'en rende compte, par des petites acceptations, des petites revendications qui se succèdent. Et aussi pour les djihadistes, cette stratégie des 1000 entailles, ben c'est des petits attentats de temps en temps qui rappellent, c'est des espèces de piqûres de rappel qui doivent faire comprendre à l'occidental qu'il n'aura jamais la paix et on entretient la chose. Donc cette stratégie des 1000 entailles, elle s'applique autant aux coupeurs de langue qu'aux coupeurs de tête. C'est une stratégie asymétrique, extrêmement efficace, dont effectivement la France, mais pas que, toutes les sociétés mécréantes où il y a des communautés musulmanes travaillées par les islamistes sont victimes de cette stratégie parce que, je le répète, un islamiste, qu'il soit djihadiste ou frère musulman ou institutionnel, ne supporte pas que des mécréants puissent commander des non-musulmans, que puissent commander des musulmans. Alors, Philippe Lopez, oui, c'est vrai, ils sont plus radicaux ici qu'en terre d'islam. En Arabie Saoudite, on me souhaitait joyeux Noël, alors que mes collègues de travail musulmans disent que c'est haram, péché. Ah, ça, c'est incroyable, parce que l'Arabie Saoudite, c'est pourtant pas des modérés. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Ensuite, je vois, peut-on dire que Mahomet est le faux prophète sans risque de blasphème? Mais alors là, c'est une question de foi. Un musulman dira que un prophète de notre religion est un faux prophète ou qu'on l'a mal compris ou que leur version, par exemple, de Jésus, c'est la bonne et nous la mauvaise. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais là, on est dans le domaine de la foi. Dans le domaine de la foi, on peut penser que la religion d'autrui est la fausse. Et la sienne, la vraie. D'ailleurs, c'est plutôt logique, hein, qu'un musulman dise que sa religion est la vraie et la meilleure. On ne peut pas lui reprocher parce que c'est relativement logique. Ce qui n'est pas normal, c'est que les chrétiens ne le pensent plus. Que le chrétien qui suit un petit peu le pape actuel pense que tout se vaut et que finalement il n'y a pas vraiment de différence et que c'est l'égalitarisme, non pas marxiste, mais l'égalitarisme catholique, où finalement on est dans le relativisme absolu. C'est assez étonnant. Moi, je ne veux pas parler d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue religieux, il est normal de penser que sa religion est la bonne. Et ça, on peut le reprocher à aucun religieux de le penser. C'est plutôt quand on voit des chrétiens qui pensent que c'est la religion d'autrui qui est presque meilleure que la sienne, c'est ça qui est assez bizarre. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de catholiques conciliaires qui font parfois plus pour lutter contre l'islamophobie que contre leur propre christianophobie. Moi, je vois la christianophobie est très très peu dénoncée par les évêques, les prêtres et les églises et à commencer par le pape lui-même, qui a eu des mots très très forts contre les populistes qui seraient soi-disant islamophobes, mais je n'ai pas vu le pape actuel avoir des mots très forts contre les pays, et pas que les pays musulmans, mais aussi la Chine, l'Inde, qui ont persécuté des chrétiens par milliers ces dernières années. La religion chrétienne étant quand même, rappelons-le, la plus persécutée au monde. Alors Julien Sarto, bonsoir. Pensez-vous que cela serait bénéfique de dissoudre, bien sûr, dissoudre le CCIF, l'UOIF, toutes les structures frères musulmans et salafistes et même Miligürüç turcs ou autres organisations qui prônent le séparatisme islamiste? C'est un bon sens, c'est évident. Ça devrait être fait depuis 40 ans. Bien évidemment, monsieur, et ça je le dis depuis 40 ans, j'en ai même parlé à des ministres de l'Intérieur il y a déjà des dizaines d'années, et on ne nous a jamais écoutés. Parce que finalement, ce que dit Macron aujourd'hui, c'est ce que disait Chevènement dans les années 90. Il avait voulu faire une charte de l'islam de France en demandant à bannir certains pans de la charia. Et après, bah, il avait reculé parce que finalement, il avait reçu
une fin de, il était en face d'une fin de non-recevoir et les organisations islamiques à l'époque, même la mosquée de Paris, avaient refusé de faire ce travail pour un islam de France républicain. Et donc on voit bien qu'il y a une contamination même de l'islam officiel par les théories des frères musulmans. Monsieur Delval, pensez-vous qu'il y a un islamo-gauchisme, pour paraphraser Blanquer? C'est pas que Blanquer, hein, tout le monde le dit, y compris votre serviteur. Et il y avait eu un article très intéressant du Figaro Magazine de 2 pages sur ce thème, l'islamo-gauchisme, qu'on peut retrouver sur Internet. Et beaucoup en parlent depuis des années. Blanquer et Macron en parlent aujourd'hui, c'est bien, mais ça fait 40 ans que des experts et des écrivains et des analystes comme mes amis et moi-même en parlons depuis très 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 longtemps. Alors je vis en France depuis 2 ans, c'est une immense bénédiction que ce pays soit laïque, il n'y a pas mieux qu'un étranger qui puisse éprouver allègrement les vertus d'un système politique laïque, étant de culture française, ceci est indissociable, ah oui, celle indissociable de la culture algérienne. Selon ma conception, je n'ai même pas eu l'impression d'avoir changé de pays, seulement changé de ville. Alors si vous êtes d'Algérie, d'accord, Lounès, Fares Lounès, oui, je vous comprends tout à fait et j'ai souvent des échanges avec des Algériens qui disent exactement comme vous, et qui se reconnaissent dans une francophonie, des valeurs laïques, universelles, portées par la France et la République. Et heureusement qu'il y a des témoignages comme le vôtre, parce que ça montrera à nos auditeurs que c'est pas l'islam contre l'Occident, c'est pas les musulmans contre les chrétiens, c'est le fascisme islamiste, c'est le totalitarisme islamiste qui massacre de loin en premier des milliers, des centaines de milliers de musulmans. Rien qu'en Algérie, les islamistes ont été à l'origine d'une guerre civile qui a fait 150 000 morts. Ça, il ne faut pas l'oublier, que la première phobie de l'islamiste, avant même de ne pas supporter qu'un musulman s'intègre dans les valeurs mécréantes en Occident, la première phobie de l'islamiste, c'est quand dans les pays musulmans, des valeurs laïques progressent et des musulmans les suivent. C'est l'horreur pour eux. Leur priorité, c'est déjà de détruire toutes les pensées laïques et non fondées sur la charia dans les pays musulmans. Ensuite, s'occuper des musulmans des pays non musulmans. Mais la première priorité des islamistes, c'est déjà de liquider tous ceux qui, dans les pays musulmans, n'adhèrent pas au projet du califat. Et c'est pour ça que c'est un combat également interne à l'islam, entre une vision apaisée de l'islam avec une religion vue comme purement spirituelle et une séparation du temporel et du spirituel, et il y a beaucoup de musulmans qui veulent ça, et de l'autre côté, ceux qui veulent un retour à la théocratie et rétablir le califat, car c'est la vraie idéologie des frères musulmans. L'Algérie a été plongée dans la guerre civile parce que ça montre bien que ce n'est pas des islamophobes contre des islamistes. Ça se saurait si les pays musulmans étaient islamophobes. Quand il y a des carnages dans les pays musulmans, du fait d'islamistes, ça prouve bien que ce n'est pas uniquement entre musulmans et non musulmans, puisque les premières victimes en nombre, c'est des musulmans. En dehors du séparatisme islamiste, comment combattre l'influence étrangère? Déjà, si la patrie était moins dévalorisée, si on continuait à défendre l'intérêt national et si l'intérêt national animait nos professeurs, nos fonctionnaires et nos politiques comme jadis à l'époque de De Gaulle, eh bien, ce serait aberrant que des ministres, des anciens ministres, des présidents, des premiers ministres, des personnes publiques qui ont pignon sur rue, qui sont même aux affaires de la France, aient pu, de près ou de loin, recevoir des salaires de pays étrangers. On a des premiers ministres payés par la Chine, on a des premiers ministres payés par le Qatar, directement ou indirectement, on a eu des députés européens, des députés français, des élus, des ministres qui ont été payés par des puissances étrangères. Ça ne devrait pas être possible. Une personne privée a le droit d'être payée par l'étranger, mais déjà, ça devrait être totalement impossible que des puissances étrangères soudoient des hauts fonctionnaires ou des politiques français, et ça devrait être impossible que des puissances étrangères dont les valeurs sont hostiles aux nôtres dirigent des associations, des mosquées, des centres islamiques qui encadrent les musulmans de France. Ça devrait être totalement banni. D'ailleurs, la Turquie qui nous reproche de vouloir interdire les structures turques qui encadrent les musulmans turcophones en France, elle est quand même gonflée puisque en Turquie, elle applique ce que je dis. En Turquie, seul un prêtre grec peut professer sa foi et dire des messes s'il a été formé en Turquie et de nationalité turque et qu'il fasse profession de foi, d'être patriote et de servir les intérêts turcs. En Chine,
vous pouvez être chrétien ou d'une autre religion que le bouddhisme ou le confucianisme, à condition de faire partie des églises autorisées par le Parti communiste. Dans les pays qui sont nationalistes, il est absolument inenvisageable que sous couvert de religion, on puisse faire passer des intérêts étrangers. Donc il faudrait répondre à la Turquie ou aux pays d'origine, ou même au Maroc, au Qatar ou à l'Arabie saoudite, ne nous demandez pas de faire chez nous ce que vous interdisez chez vous. Vous nous demandez de faire ce que vous-même interdisez totalement chez vous. Et donc, comme on ne leur a jamais dit, ben, ils auraient tort de ne pas se gêner. Ensuite, effectivement, c'est une théologie politique. Nous avons vécu en Algérie entre 90 et 2000. On avait des centaines de Samuel Paty chaque jour pendant 10 ans. Merci de dire ça, votre témoignage est très important, parce que dans des villages algériens, parfois les commandos islamistes arrivaient, ils massacraient toutes les femmes et tous les enfants qu'ils trouvaient, y compris les femmes enceintes. Il faut quand même se rappeler. Donc ils ne font pas une fixette sur nous. C'est de l'eurocentrisme de croire que l'islamisme ne frappe que l'occidental croisé parce qu'il le déteste. Ce témoignage de M. Lounis est extrêmement important. Ensuite, Julien Netter Nguyen, en dehors du séparatisme islamiste, comment combattre l'influence étrangère? Bon, ben, j'ai répondu, en interdisant toute activité d'une entité étrangère contraire aux lois de la République, de la Constitution et de notre droit. La loi le permet. Ce n'est pas la loi qui ne le permet pas. Pas besoin de faire une nouvelle loi. C'est la jurisprudence de ces 40 dernières années qui de plus en plus donne aux juges inamovibles la capacité de défaire les lois votées par le Parlement. Une loi est votée par un Parlement pour appliquer la loi officielle, pour la renforcer, et un juge constitutionnel va décider, au nom de la notion abstraite des droits de l'homme, que cette loi serait inconstitutionnelle. C'est une dérive. Ce n'est pas normal dans une démocratie pleine. Et il faut donc renoncer à ce que la loi française soit placée sous l'autorité de lois supranationales ou même, sans parler de supranationales, de lois internationales. C'est ça le véritable problème. C'est que nos lois sont devenues conditionnées à des lois ou des initiatives supra- ou extranationales. Ensuite, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense qu'on arrive à la fin. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va mettre fin à cette expérience. Encore désolé pour le retard qui a été dû à des problèmes techniques. Alors, Dieu que je connais est plus noble que celui qu'on me décrit. Bilal ou Shefoun nous dit une très belle phrase, Dieu que je connais, le Dieu que je connais est plus noble que celui qu'on me décrit. Voilà, et c'est ça qui est important aussi, ne jamais essentialiser les groupes, hein, et même les textes. Il y a aussi toujours la possibilité de l'individu de faire en gros sa propre religion, dans le sens où il va voir ce qui selon son cœur et sa raison lui paraît le plus intelligent comme interprétation. Vous avez raison, il n'existe pas ces musulmans républicains, mais ils ne manifestent. Ils existent ces musulmans républicains, pro-républicains, mais ils ne se manifestent pas assez après les attentats. Ça, c'est M. Lopez. Alors, j'entends souvent ce que vous dites et je comprends ce que vous dites, mais je reviens à l'allégorie de la Sicile. Jadis, quand la Sicile était totalement terrifiée par la mafia, on avait plein de gens qui vous disaient la mafia, elle est très bonne, elle est sympa, elle est gentille. Les gens n'avaient même pas le courage de montrer qu'ils étaient contre. Parce qu'une petite minorité avait fait plier une majorité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le même phénomène. Si vous critiquez l'islamisme, les frères musulmans disent en permanence que celui qui critique l'islamisme, il critique, et qui critique le terrorisme islamiste, il ferait de l'amalgame. Donc les musulmans sont culpabilisés. Le simple fait de critiquer le terrorisme islamiste, les frères musulmans leur disent, c'est déjà de l'islamophobie et c'est déjà être d'accord avec les islamophobes de parler de terrorisme islamiste parce que ça n'existe pas. Donc en fait, on les culpabilise, on leur fait croire qu'ils trahissent leur communauté qui serait victime de racisme, rien qu'en dénonçant quelque chose qui pourtant dans leur cœur, ils condamnent. Donc il y a beaucoup de gens qui voudraient manifester, mais il ne faut pas du tout sous-estimer cette capacité d'emprise des mouvements islamistes et des pays d'origine aussi, et des groupes, la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Ligue islamique mondiale, le CCIF, les frères musulmans, les salafistes, ils ont une emprise sur des quartiers. Et ils font croire à ceux qui voudraient plus s'indigner que le simple fait de faire ça, eh bien, ils vont tomber dans le piège des islamophobes et ils vont trahir leur communauté. C'est même pas religieux. En gros, tu es un traître.
Et donc cette pression psychologique qui fait passer pour traître celui qui va venir se dissocier des terroristes islamistes ou des islamistes tout court, ben c'est extrêmement efficace. Ça fait partie de l'intimidation. Alors voilà, que pensez-vous de président Macron? On l'a répondu tout à l'heure, hein, oui, avec ses ministres, on a désigné l'ennemi, mais pour l'instant, ce n'est que l'ennemi qui est désigné. Il n'y a pas eu grand-chose de fait concrètement. Mais c'est déjà un début. Avant, on désignait même pas l'ennemi. Alors, est-ce qu'on se voile la face pour ne pas, pour éviter les émeutes? Oui, je pense qu'il y a une très grande peur des émeutes. Il y a une très grande peur de la guerre civile. Il n'y a pas que Zemmour qui en parle. Nos dirigeants ont très peur d'une guerre civile ou une guerre civile localisée dans certaines grandes villes ou agglomérations ou quartiers. Et donc, il y a une sorte de politique du statu quo pour se dire, bon, bah, si on rentre dans le chou, si on envoie l'armée dans les banlieues pour désarmer les caïds et les islamistes, eh bien, il y aura de la casse. Et pour ne pas qu'il y ait de la casse, eh bien, on ne bouge pas. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, depuis des décennies et des années. Alors, on est loin de ce que propose Philippe de Villiers ou son frère, le général Pierre de Villiers, c'est-à-dire un plan de désarmement des banlieues ou d'autres généraux que je soutiens en ce moment avec Objectif France, comme le général Soublé, qui ont une vision modérée mais très ferme, qui ont compris qu'il faut énormément intégrer pour sauver ces jeunes victimes de l'influence des fanatiques, mais aussi être extrêmement ferme avec ceux qui ont fait fuir la France et les valeurs françaises de certains quartiers. Voilà, donc il y a un double travail, pédagogique, intégration, assimilation, de l'autre côté, répression, mais pas que la répression. L'éducation sans la répression ne va pas être efficace, mais l'inverse aussi. Changer notre constitution, je le répète, non. Voilà, je crois que là, on a fait le tour. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.